BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. C'est le week-end et c'est De quoi je me mêle. On se retrouve comme chaque semaine, à la fois sur les canaux, vous connaissez, sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur la chaîne 01 TV, sur les box Free, Orange, SFR France, SAT. Et puis bien sûr le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. C'est toujours avec un énorme plaisir, sincèrement, que je vous retrouve. Avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure un invité très intéressant, puisque je recevrai le directeur général d'Intel France. Stéphane Nègre sera avec nous sur ce plateau. Intel, qui est au cœur de l'actualité en ce moment, vous le savez, c'est l'un des rois des semi-conducteurs. Comment vit Intel cette période de pénurie de composants électroniques? Quels sont les projets aussi de ce grand constructeur américain? On verra ça tout à l'heure. Et je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez réagir à l'actu. Vous avez aussi la page Facebook qui vous attend. Bref, vous le savez, on est là chaque week-end pour De quoi je me mêle. Merci de nous suivre. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et puis en marge de quoi je me mêle, je vous rappelle que si vous êtes un fan de tech, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs depuis quelques mois maintenant pour Tech & Co sur BFM Business, à la radio, à la télé, donc 20h, 22h en direct, diffusé aussi sur 01 TV, mais vous avez le podcast. Et c'est là où je voulais en venir. Vous pouvez retrouver 1h30 à peu près de tech tous les jours en podcast, donc sur les principaux agrégateurs. L'émission s'appelle Tech & Co. De quoi je me mêle, bien sûr, vous le savez, pour débuter, c'est toujours le club de la presse IT. Avec cette semaine, Raphaël Grabli qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Salut François. Raphaël Grabli, que vous pouvez retrouver bien sûr sur BFM Tech, sur BFM TV. Et puis Nicolas Lelouch, bien sûr. Bonjour Nicolas. Bonjour François, salut Raph. Salut Nico. Nicolas Lelouch de 01net. Alors Nicolas, comment s'est passée ta semaine marathon de la tech? C'était quelque chose, ça a commencé très fort et heureusement ça a ralenti, on va en parler dans l'émission, donc j'ai réussi à dormir un peu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est Samsung, merci. Merci à Samsung ils nous ont fait passer une bonne soirée, du coup on n'avait pas grand chose à faire. Oui. C'était Samsung très peu et après ça a été Netflix longtemps. C'est ça. En fait. Oui, Nicolas Lelouch qui est sponsorisé par Red Bull, rappelons-le. Alors, on va commencer bien sûr cette actu de cette semaine par les annonces Apple, parce que c'est quand même l'un des gros morceaux. Après on évoquera les pixels bien évidemment. Mais donc les annonces Apple, conférence surprise, on s'y attendait pas trop. Quelques jours avant, paf, la petite invitation qui arrive sur notre boîte mail pour une incredible soirée. C'était pas mal, finalement. Qui commence concernant cette keynote Apple? Nico, et puis après Raphaël fera son analyse. Oui, c'est vrai que c'est une conférence qu'on attendait pour la fin du mois, pour novembre, mais peut-être pas aussi vite dans le calendrier. Ça a un petit peu pris tout le monde de court et qui était, selon moi, plutôt intéressante. C'était peut-être celle qui était le mieux maîtrisée en termes d'organisation cette semaine. Il y a eu pas mal de nouveautés divisées en deux parties. La musique d'abord, avec une nouvelle génération d'AirPods classiques, pas les AirPods Pro, donc ceux qui sont censés être les plus abordables. Ça reste 199 €, c'est assez cher. C'est pas donné quand même. Pour des AirPods avec pas de réduction de bruit, etc. Oui, ça reste cher. Après, on peut imaginer qu'il va y avoir rapidement des baisses de prix quand on voit ce qui se pratique avec les autres AirPods, donc ça devrait les remettre sur un tarif plus abordable. On a aussi eu des nouveautés pour Apple Music, avec une offre qui, je trouve, est assez intéressante, mais en même temps assez inquiétante. C'est Apple Music Voice qui, pour 5 € par mois, vous permet d'accéder à tout le catalogue Apple Music. C'est pas une version réduite avec de la pub ou des morceaux limités dans le temps, mais uniquement contrôlable avec Siri. Et là, on peut se dire, est-ce que la personne qui a eu cette idée a déjà essayé de lancer de la musique avec Siri sur un HomePod au quotidien? Peut-être qu'en anglais, ça marche très bien, mais en français, je peux vous dire que quand je lui demande, il me fait « Ok, pas de souci, je mets tel morceau sur Apple Music ». Et 10 secondes après le silence, il me fait « Je n'ai pas réussi à accéder à Apple Music ». Ah ouais. Alors moi ça fonctionne plutôt bien. Autant je suis assez critique vis-à-vis de Siri et d'ailleurs des assistants vocaux en général que je trouve toujours très très stupides encore aujourd'hui. Par contre pour lancer de la musique je trouve ça va. Après ça dépend des morceaux. Les morceaux en anglais. Non mais disons que ça peut être compliqué. Quand ça marche très bien. Mais quand ça marche pas, alors les bugs sont énervants parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de débrancher le HomePod et de le rebrancher quand ça fait ça. Et ça arrive souvent donc. Non après cet abonnement uniquement à la voix. L'explication, on l'a eu quelques minutes, quelques secondes avant ou après, je sais plus, avec les nouveaux HomePod mini de toutes les couleurs. C'est tout. Exactement. Non, bien sûr. C'est une façon de vendre les HomePod mini.
Et d'accélérer sans doute les ventes, tu as raison. Exactement. Déjà, en fait, c'est même compliqué. si ça marche aussi sur l'iPhone, hein, puisque finalement des AirPods avec oui, Apple mais Voice. l'usage pour moi ceux qui clairement. achètent juste l'enceinte. Pour moi, clairement, le message d'Apple, c'est acheter nos HomePod mini et vous aurez de la musique pour seulement 5 € par mois. Pour moi, c'est ça le message d'Apple. Surtout qu'il y en a toutes les couleurs, donc c'est fait pour y aller, quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette offre-là, je télécharge l'appli Apple Music, je ne peux pas m'en servir en fait. Non. Oui. Enfin, non, si mais j'ai bien Elle compris. va être très limitée. Elle devrait afficher un historique des morceaux écoutés et des recommandations. Mais je ne ce qui peux est bizarre, pas, c'est que je ne sais pas si ces recommandations, on peut les lancer ou pas. J'ose espérer que oui. Je me dis que ça serait débile de dire hey, il y a tout ça qui est génial. Bon, par contre, je ne peux pas te le proposer. Bonne journée. Mais oui, Non, mais c'est limité. Ça ne sera pas la même application. C'est quand même étonnant de forcer en fait cette interface vocale et de désactiver les autres. Alors évidemment, il y a le premium, enfin le prix qui est rabaissé, mais c'est assez étonnant. Je trouve. Moi, je vois ça comme la dernière tentative, et encore dernière, je serais sévère parce que honnêtement, autant le HomePod, a priori, ça s'est pas tellement bien vendu puisqu'ils l'ont arrêté. Autant le HomePod mini, je ne sais pas trop. C'est difficile de savoir vraiment si ça se vend bien, mais il n'y a quand même pas de raison que ça se vende mal parce que le produit est quand même bon en soi. Mais je pense que c'est pour appuyer ces ventes-là, sachant qu'ils l'ont sorti en bleu, en orange, en jaune. Donc là, pour les fêtes, le but, c'est d'en balancer un petit peu partout. Et je pense qu'ils ont dû faire des études de marché, des études consommateurs, des sondages. Et les gens disent, le HomePod, ok, mais moi, je suis chez Spotify. Je suis chez, alors Deezer, peut-être pas, enfin, c'est plus européen. Et le problème, c'est qu'eux, en fait, ils préfèrent dire aux gens, vous avez peut-être Spotify, mais vous mettez 5 € de plus et vous pourrez vous servir de votre HomePod plutôt que de le rendre compatible avec Spotify, qui, ça, à mon avis, chez Apple, c'était pas possible. Ouais, Donc, clair. en fait, les 5 € par mois d'Apple Music, c'est le prix de ne pas vouloir mettre Spotify compatible. À mon avis, c'est plus ça, l'histoire. D'autant plus qu'il y a un problème là-dessus, ils ont ouvert à la concurrence, les HomePod. C'est-à-dire que Deezer, tout ça, ça peut fonctionner sur HomePod, mais Spotify ne veut pas. C'est eux qui bloquent réellement l'intégration. Donc, c'est vrai que donc, pour oui, toucher ce t'as raison. public-là, il y a un intérêt pour eux de forcer en imposant Apple Music à bas prix. Vous parliez tout à l'heure de l'interaction entre Siri et la musique. C'est intéressant parce que dans Tech Co, j'ai reçu cette semaine Luc Julia, vous connaissez, qui est l'un des papas de Siri. Et je lui ai posé la question, l'info venait juste de tomber. Et il me dit, il faut savoir que, en fait, Siri est très puissant en musique parce qu'en fait, il a été entraîné dès le départ sur la musique. Et pour lui, c'était tout à fait normal qu'Apple pousse en fait Siri dans la musique parce qu'il disait autant Siri est pas très bon, c'est ce que tu disais, sur plein d'autres sujets, mais sur la musique, c'est sans doute là où il est le plus performant. Et donc, voilà, il trouvait que c'était plutôt malin comme initiative de la part d'Apple. Voilà, c'était petite parenthèse. Bon, on verra bien ce que ça donne quand il y aura les premiers tests de service, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que, d'autant plus que le HomePod mini, on peut pas juste l'acheter et le configurer avec un téléphone Android, par exemple. Il faut avoir un iPhone, il faut être dans l'écosystème Apple. Et à partir du moment où on est dans l'écosystème Apple, je me demande si c'est pas mieux pour tout le monde d'avoir la vraie interface, de pouvoir lancer des morceaux depuis son téléphone sur son enceinte, et si finalement cette offre va pas être très réservée à un public très restreint. Donc, je sais pas, moi, c'est vrai que il y a un truc qui m'a étonné quand même, c'est que pour pousser Apple TV+, ils ont fait un truc plus simple que ça. Ils ont dit, c'est offert avec tout achat d'un produit Apple. Enfin, quasiment tous les produits, à part la chiffonnette. Je pense qu'on a Apple TV+, avec tous les produits Apple. On va parler de la chiffonnette après, mais c'est vrai que je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas faire pareil? C'est-à-dire, simplement, et je pense pas qu'ils le fassent, dire, vous achetez un HomePod mini, vous avez 1 an d'Apple Music. Oui, c'est vrai que ça serait... Tout simplement, oui, c'est ça. Plutôt que de dire... Oui, ou même d'Apple Music Voice, à la limite, mais c'est vrai que je trouve ça un peu étonnant de dire, on vous fait un format un peu original à 5 € qui est quand même assez difficile à comprendre, je trouve, finalement. Je suis d'accord. Et pourquoi pas plutôt faire 1 an d'Apple Music comme ils font avec Apple TV+. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'ils ont voulu aussi peut-être un peu copier ce qu'a fait Amazon, puisqu'Amazon a une offre similaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour 5 €, de la même manière, vous avez une offre Amazon Prime Music qui est un peu dégradée et qui n'est commandable en fait que sur un seul appareil et via Alexa. Donc c'est intéressant de voir que malgré tout Apple peut s'inspirer de ce que font, de ce que fait la concurrence, parce que vraiment là il y a beaucoup de similitudes quand même avec les deux offres. Après ça revient à ce que je dis, les enceintes Alexa sont ouvertes à tout le monde. Il y a plein d'enceintes. Exactement. C'est pas le cas d'HomePod qui sont clos à l'univers Apple. Donc c'est là où je trouve que il se rattrape un peu sur l'iPhone. C'est-à-dire que cette offre-là à 5 €, elle est totalement utilisable sur l'iPhone. Avec Siri. Avec Siri.
C'est encore la limitation qui est. Et puis on peut pas télécharger des titres, je crois. Enfin, c'est non, une offre. Il n'y a pas de téléchargement. Il n'y a pas de Dolby Atmos, il n'y a pas de son haute résolution. Pas de vidéo, pas de parole. Donc sinon, c'est logique. Je veux dire, sinon le prix, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Sinon, tu divises le prix par 3 d'Apple Music. Déjà, à ce prix-là, ils perdent forcément de l'argent. Puisqu'on est dans le son, les AirPods 3 rapidement. Donc on parlait du Dolby Audio, du Dolby Atmos par contre. Donc là c'est bien parce que ces AirPods d'entrée de gamme à 199 € quand même sont compatibles maintenant Dolby Atmos. Oui, c'est ce que avec ce son spatial. C'est ce qu'Apple appelle exactement audio spatial. On récupère l'idée de ces AirPods 3, c'est que ce sont des AirPods Pro sans embout intra-auriculaire. Donc ça va réjouir beaucoup de personnes. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime l'intra-auriculaire, sans réduction de bruit, mais qui pour le reste reprennent toutes les fonctions. Donc du coup, on va en effet avoir ce spatial audio, on va voir toutes ces nouveautés qui permettent de suivre le visage, suivre les mouvements de la tête, quand on va regarder un film sur son Apple TV ou sur son iPhone. Et on a pour le coup la meilleure autonomie jamais vue sur des AirPods avec 6 heures sur une seule charge. C'était 5 ou 4,5 heures en fonction. Ça va être un carton, ces produits-là, parce que même à 199 € à Noël, ça va cartonner. Sorti 26 octobre pour Noël, ça peut être. Ça va être. Et je parie qu'on va avoir des pénuries d'AirPods. C'est possible. Il y en a eu les années précédentes, donc il y a des chances que ça arrive. C'est clair. Nico, Raphaël, pardon. En fait, non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils construisent une gamme. Ils font pareil qu'avec les iPhones, c'est-à-dire qu'ils gardent les anciens en entrée de gamme, qui sont descendus à 150 €. Donc, je trouve que ça fait une offre quand même qui est plutôt intéressante parce que mine de rien, franchement, il y a des nouveautés. La principale nouveauté, alors il y a le son spatial audio. L'autonomie, d'accord, n'empêche que le simple concept du boîtier de charge fait que, je sais pas pour vous, mais jamais de ma vie j'ai eu le moindre. Jamais je me suis dit mince, j'ai plus de batterie dans mes AirPods. Aujourd'hui, de temps en temps, on pense juste à le brancher et puis c'est réglé. Donc je trouve que l'autonomie, c'est même pas tellement un critère. Pour moi, c'est pas un sujet sur les AirPods. Donc effectivement, il y a le nouveau design. Il y a ces petites fonctions en plus, mais par contre, je trouve que c'est vraiment bien de garder en gamme les AirPods 2 parce que objectivement, pour la majorité des gens, ça suffit, mais largement. Les AirPods 3, c'est si on veut vraiment. En fait, pour moi, c'est le spatial audio qui est quand même une fonction assez pointue, on va pas se mentir. Donc, si on veut des AirPods, un bon son et les AirPods d'Apple, c'est bien d'avoir en gamme, je trouve, ces AirPods à 150 €. Et je pense que c'est même peut-être eux qui vont vraiment cartonner. Et après, la seule question, c'est est-ce que Apple va continuer à les produire ou est-ce que c'est des stocks écoulés et ils disparaîtront de la gamme dans X mois. Il faut rappeler que sur les AirPods, les prix d'Apple sont rarement respectés par les revendeurs. Les mais il y a toujours des promos, 280 €, notamment les AirPods Pro. Autour de 200 tout le temps. Les AirPods, ils ont toujours été autour de 100 € sur Amazon, tout ça. Donc il y a de grandes chances que la gamme soit finalement beaucoup plus abordable que ce qu'Apple annonce. Oui, et d'ailleurs, on trouve souvent les AirPods Pro au prix des nouveaux AirPods 3, finalement. C'est ça. Le temps que les AirPods 3 n'ont pas baissé, les AirPods Pro sont beaucoup plus rentables si on aime l'intra-auriculaire. Exactement. Perso, alors c'est étonnant parce que tu disais que la plupart des gens préfèrent les AirPods normaux. Moi, je préfère les AirPods Pro. Oui, mais je préfère l'intra aussi. Mais moi, j'aime pas l'intra, j'arrive pas. C'est intéressant. Et encore sur les AirPods, ça va. Sur les AirPods, c'est un des rares où il y a quelques modèles, mais en général, c'est vrai que moi, l'intra, j'ai du mal. Ok, donc ça, c'était pour la musique. Le gros morceau, c'est les MacBooks. On va s'y intéresser un peu parce que, mine de rien, Apple est en train de dérouler sa révolution des processeurs. Voilà, avec une... Quand je dis une révolution, je pense que c'est vraiment le mot. On est sur une vraie révolution de puissance de calcul et Apple est en train de révolutionner l'informatique, en quelque sorte. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une révolution. Rappelez-vous, l'année dernière, on disait assez ironiquement que cette puce M1 qui mettait une raclée à peu près toutes les autres puces sur le marché des portables était une puce d'entrée de gamme. On disait, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont vraiment monter en gamme et qu'ils vont tenter de s'adresser aux pros ? Ça y est, on a la réponse. Il y a 2 puces qui s'appellent M1 Pro et M1 Max et qui, franchement, sur le papier, ont de grandes chances de mettre une raclée à tout l'univers Windows sur les ordinateurs portables, bien sûr. En l'occurrence, ces 2 puces, elles partagent un CPU 10 cœurs et sur le GPU, la différence entre le Pro et le Max, c'est 16 ou 32 cœurs et les performances annoncées par Apple, elles sont tout simplement impressionnante, c'est-à-dire qu'on peut, je sais plus, je crois qu'ils ont dit une dizaine de flux 8K, monter une dizaine de flux 8K simultanément, et normalement les ventilateurs... On fait tous au quotidien, bien évidemment. Le matin, les ventilateurs devraient... Chérie, t'as lancé les 10 flux 8K là ? Oui, bien sûr. 32 Go de RAM, c'est des trucs absolument délirants pour une puce sur un portable comme ça qui est quand même dispo sur le marché et qui va sans doute cartonner pour les professionnels, même pour d'autres personnes. Les MacBook Pro, ça a toujours été des gammes qui ont bossé
s'appeler Pro s'adresse à énormément de monde. Les puces, franchement, elles sont bluffantes. Et après, puisque Apple ne s'est pas contenté de puces cette année, l'année dernière, c'était que la puce qui changeait, on gardait le même Mac. Là, on a eu le droit à un nouveau design qui coche énormément de cases. Je suis pas fan de l'écran bord à bord parce que je déteste l'encoche. Je pense que c'est une immense erreur, mais bon, on en a facilement pour 4-5 ans d'encoche là, à partir de maintenant que c'est. Donc tant pis. On a eu pour 50 touch bar. Oui, voilà, c'est ça. On a eu après 50 touch bar, 50 d'encoche, super. Mais voilà, en plus que cette moi, il y a un truc, juste, excuse-moi, mais après tu nous donneras ton avis, mais cette encoche, en plus, il n'y a même pas Face ID. Non, il n'y a pas Face ID. C'est quand même un truc de dingue. Elle est immense. On se retrouve avec un truc qui est quand même assez imposant. Alors oui, on a une bonne caméra 1080p. Merci Apple. Ouais, cool. La 1080p, ça fait quand même quelques années que ça existe chez la concurrence, mais il n'y a même pas le module en fait Face ID avec cette notion biométrique qui est vraiment très pratique. Oui, c'est ça. C'est que j'ai écrit un article sur l'encoche qui est un peu provocateur parce que c'est quelque chose que personnellement je comprends pas pourquoi il y a cette encoche sur un Mac, mais sur iPhone l'encoche est justifiée par la fonction, par Face ID et parce qu'on n'avait pas le choix. Aussi que le produit est petit. Là sur Mac, on aurait pu franchement s'en passer et ils auraient pu faire une caméra un petit peu plus petite qui reste dans un coin, dans une bordure pour complètement éliminer l'encoche, mais ils l'ont pas fait. Bon, ça tant pis. Je sais pas si Raphaël a un avis sur l'encoche. Alors, ça c'est un avis et c'est subjectif. Moi l'encoche ça me dérange pas du tout. En fait ça esthétiquement moi ça me dérange pas et puis ça permet quand même de gagner d'un affichage puisque forcément les informations qui auraient été en bas se retrouvent autour de l'encoche. Donc on gagne quand même en affichage. On gagne un peu d'affichage. Alors Face ID oui ça aurait été pas mal. Après franchement. Sachant qu'on est sur un Mac et qu'on a le Touch ID au niveau du clavier, est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose? Autant sur un iPad, je peux comprendre parce qu'un iPad, il y a le bouton sur le côté, parfois faut le changer, faut le manipuler, etc. Sur un ordinateur, franchement, mettre Face ID, au quotidien, je vois pas tellement ce que ça apporterait parce qu'on ouvre son Mac, on a par définition le bouton Touch ID vraiment devant soi. Donc, tu sais quoi, moi, juste si ça avait valu 100 € de plus, à la limite, moi, je préfère ne pas l'avoir et que ça coûte pas 100 € de plus. Quoi. Oui, non, mais je trouve que c'est recevable. Moi, je l'ai sous PC avec le Windows Hello. Ouais. Et franchement, c'est un confort. Tout comme c'est un confort sur le smartphone, c'est super confort parce que tu allumes ton PC, tu l'allumes donc quand tu bootes, et là, Face ID marche pas quand tu bootes. Oui, bien sûr. Tu vois, et là, ton ordinateur boot et paf, tout de suite ça marche parce qu'il t'a reconnu et puis c'est pratique, quoi, tu vois. Donc je me dis, ça viendra sans doute. Mais cette encoche qui ressemble quand même à celle qu'on a sur l'iPhone. Alors oui, bien sûr, c'est des raisons économiques parce que j'imagine que les capteurs nécessitent sans doute beaucoup plus voilà, il y a plus de composants et peut-être qu'il aurait fallu aussi épaissir l'écran. C'est ça qui c'est possible. Voilà. Sachant que je pense que Face ID avec l'épaisseur de l'écran, c'est pas possible encore aujourd'hui. Peut-être que ça arrivera, mais bon. Mais quand même, je trouve que ces nouveaux MacBooks, c'est un peu une forme un peu pas d'humilité d'Apple, mais quand même. Oui, on a fait des conneries. On corrige toutes nos conneries. Ils ont corrigé quand même les conneries. Il est parti. C'est ça. Donc on enlève la touch bar. Voilà, on enlève la touch bar qui est source de panne, de machin, qui n'a aucun intérêt. Et qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Non. En fait, à la limite, quand on l'a vu arriver, on a tous dit c'est intéressant. Puis finalement, ça n'a pas marché. Bon, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Mais quand même, le fait de remettre les ports, tous les ports qu'il faut, le HDMI, le SD, l'USB-C, le MagSafe, le retour du MagSafe, ça veut dire quand même, ok, là les pros, les photographes, les créatifs et tout, ils en avaient marre d'avoir leurs adaptateurs. On revient quand même à ce qu'on sait faire aux fondamentaux et je trouve que c'est quand même un peu une forme d'humilité. Ils admettent leurs erreurs et je trouve ça plutôt positif. Après sur les processeurs, déjà c'est quand même la fin d'une époque puisque là il n'y a plus d'ordinateurs portables Apple sous Intel, c'est fini. On va sur le site d'Apple, ils ne vendent plus de PC Intel, d'ordinateurs Intel. Après, sur la gamme, ok, je pense qu'il n'en reste plus du tout. Il reste le Mac Pro et le grand iMac. Oui, voilà, c'est ça. Le grand iMac mais pas en portable, je veux dire. Oui, en portable. En portable. Et par rapport au volume de vente, c'est peanuts. Quoi. Donc, c'est quand même la fin d'Intel chez Apple. Ils ont enlevé de leur gamme tous les autres, tous les PC tous les Macs sous Intel. Ouais. Cette fois-ci, oui. Là, il ne reste plus des stocks, en fait. Quand ils auront écoulé les stocks, c'est fini. Mais même, ils les vendent plus. Ils ont pour pratique, ils ne le mettent pas sur leur site, mais je pense que là, si on va dans un Apple Store, on peut
peut acheter un Oui, tarif ou- peut-être Oui, un oui, petit oui, peu mais si on abaissé. va sur le site Mais par d'Apple, on contre, l'a Et puis après, tous les revendeurs tiers vont c'est ça, faire du mais déstockage. Officiellement, ils les vendent plus. Là, Oui, ils parce qu'ils ont- la transition est terminée sur les portables. puisqu'ils ont déjà le MacBook Pro de l'année dernière en plus M1 qui est du coup en 13 pouces qui est leur entrée de gamme, donc du coup ils ont Oui, plus ils sont- d'offres, ça y est. ils ont plus d'offres Intel, donc c'est quand même un peu la fin d'une époque. Bon, sur les pros ils mettent une fessée à Intel mais d'une violence incroyable. Ne dis pas trop fort parce que j'ai le patron d'Intel qui vient juste après. Donc, Alors oui, on va je vais avoir 2-3 il est questions à dans lui le poser couloir. tout à l'heure. Non, Il est dans le par couloir. contre, moi, alors Intel a encore évidemment de quoi faire. Je me dis quand même, quelle frustration pour les gamers quand même. Parce Ouais. que Avec toute cette puissance et de ne pas pouvoir jouer. ça, et là on va se pourrait dire, faire ok, Mais je me très suis belle fait chose. exactement la même réflexion. et que toi. là, c'est vrai quand même. Alors évidemment, c'est pas une déception parce qu'évidemment, venant de chez Apple, personne ne s'attend à ce que ça fonctionne pour les jeux, enfin, à ce que ce soit une machine de jeu. Mais on se dit là, quand même, quand on est éditeur, est-ce qu'il est quand même pas temps de mettre un De s'intéresser petit au Mac. budget ou qu'Apple évidemment les aide à convertir pour que ça fonctionne sur des puces M1. D'ailleurs, ce sera peut-être, enfin, voilà. Mais Fortnite peut-être, non. non, mais franchement, j'ai quand même envie de dire, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de pousser le jeu sur Mac? Parce que Ouais. là, les PC portables gaming de chez nos amis Acer, Asus, Razer, etc., si Apple commence à rivaliser à ce niveau-là, ça peut être très violent. Est-ce Donc que, c'est vrai est-ce que ça peut être, à votre avis, la carte Joker d'Apple qui va sortir peut-être dans quelques mois? Ok, Après- ça y est, on a trouvé la manip, il y a une émulation, ou alors on Oui. propose aux développeurs de jeux Après, de faire une recompilation de leur programme pour que ça fonctionne sous le... alors après, il y a quand même pas que la machine en elle-même, parce que l'univers du gaming, c'est un univers quand même particulier, où quand on achète un PC gamer, bon, déjà, il y a un design qui souvent plaît aux gamers, alors qui peut être plus ou moins caricatural, mais qui est souvent quand même assez différent du design Apple. Ouais, il y mais a quand ça même change ça, hein, Raphaël. hein. Oui, Il y a ça aujourd'hui, évolue, ça Il y a évolue. des PC gamers qui sont très C'est discrets, vrai, ça évolue. plutôt Et- fins. Non, mais je parle pas forcément du Razer vers Fluo, Ouais. etc. Mais voilà, il y a quand même Ça, un c'est mon design. préféré, celui-là. Voilà, Là, il y a, tu m'as il y a touché quand même un vraiment. design différent. Et puis, non, il faut avoir des claviers un peu spécifiques, il faut avoir des souris spécifiques. Donc ça veut dire quand même construire un petit écosystème d'accessoires qui serait pas inutile. Mais c'est vrai que quand on voit cette puissance de calcul, on se dit ça qui soit compatible avec les jeux qu'on aime, ça peut être assez Ouais. incroyable. Voilà. Mais par contre, je vois pas pour le moment en termes de PC portable. Alors en face de MacBook, on avait Dell avec le XPS 13 qui est vraiment pour moi Oui. le PC portable parfait, mais ça va quand même faire mal. Enfin, je vois pas aujourd'hui, à part avoir besoin de logiciels vraiment sur PC, quel intérêt on peut avoir à acheter un PC, sachant que oui, un PC sera 30% peut-être moins cher, mais il durera, à mon avis, du coup, avec la différence Mmh, de c'est puissance clair. de calcul, il durera au moins 2 fois moins longtemps. Donc là, sur le marché du PC portable, le MacBook là, va commencer à devenir quand même assez incontournable pour beaucoup de clients, les étudiants, les pros, les créatifs, évidemment. Après, il y a aussi une notion de prix, les amis. On Oui. l'oublie quand même. C'est beaucoup plus cher. Vous prenez le C'est MacBook. plus cher à Celui-là, oui. l'achat. Non, Ouais, mais mais c'est plus cher à l'achat. Ouais, mais bon, c'est 2000 balles quand même. Hein, Non, mais là, sur ces MacBook Pro, le là, moins évidemment cher. qu'ils ne dessinent pas tout le monde. Mais si on prend Non, mais le MacBook Air, le qui se MacBook trouve Air, maintenant oui. un peu autour des 1000 euros, Voilà. 1000 euros, certes, c'est plus cher que beaucoup de PC, mais pour la puissance de calcul, pour le produit qui est proposé, pour l'autonomie, ça reste quand même une machine très intéressante. Entre un Mais c'est sûr MacBook que Air. pour moi, Apple manque d'un Mac à 700, 800 euros dans sa gamme qui ferait Ouais, la là, culture alors et là, tout chez ouais, les ouais, étudiants c'est qui, pour le coup, ça serait vraiment le truc qui leur permettrait de Et s'envoler. c'est pas, à mon avis, c'est pas dans leur stratégie en plus. Je pense pas qu'ils aient. Après, C'est plutôt l'iPad, leur stratégie à 700, 800. Un petit, Oui, Ma- voilà. oui. Un Mais petit on- MacBook Air SE, Oui, c'est c'est possible. pas mal. Hein, quand le MacBook Air il passera en M2 du coup, puisque je suppose que maintenant c'est comme sûrement la puce prochaine A, étape. voilà. Donc il y aura le M2 Pro, M2 Max, etc. Donc les prochains MacBook Air sont sûrement en M2. Est-ce qu'ils vont pas faire un petit MacBook Air Ouais. SE avec la puce M1? C'est bien. Pourquoi pas, hein. Bon, on verra tout ça. Ouais. Bon, voilà. Tout ça, en tout cas, très intéressant, ces nouveaux MacBooks qui ont été annoncés cette semaine avec ces deux puces, hein, le M1 Pro et la M1 Max. Alors là, qui est d'une puissance impressionnante. On verra aussi, tiens, si Apple arrive à tenir la charge. Hein, est-ce qu'on aura ces PC sous le sapin? On sait qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. On sait qu'Apple va être impacté comme les autres, peut-être un peu moins parce qu'ils ont une telle force de frappe. Mais bon, on sait que par exemple pour les iPhones, on en parlait la semaine dernière, hein, Raphaël, voilà, Apple
serait dans une situation un peu inconfortable, avec peut-être 10 millions d'iPhone vendables en moins parce qu'ils n'arriveraient pas à produire. En tout cas, c'est la rumeur ils ont dit qu'on que a vue, c'était. Après, ils ont dit que c'était pas tout à fait vrai. On sait pas trop, évidemment. Non, mais après, c'est aussi. Ils ont envie de le dire aussi. Il y a certainement de la vérité. C'est clair. Apple. Ok, si vous voulez en savoir plus, zeronet.com, BFM Tech évidemment, pour aller plus loin dans tous ces sujets, hein, vous pouvez avoir le réflexe à la fois zeronet.com et BFM Tech à chaque fois pour en savoir plus. L'actualité aussi de cette semaine, c'est Google, avec ces 2 Pixel 6 qui ont été annoncés et qui sont attendus quand même par... une petite communauté, voilà, Pixel et Google assez clients, hein, alors j'imagine que Google aimerait en avoir un peu plus, mais en tout cas ces téléphones sont assez intéressants. Et ils vont peut-être y arriver à en avoir un peu plus. Déjà, je vais vous le montrer, j'en ai un en plateau, c'est mon téléphone depuis maintenant une semaine que j'utilise assez activement pour les tests qui arriveront très prochainement. Bientôt le test donc... Ça arrivera la semaine prochaine, hein. Je crois qu'on est autorisé à le dire, sinon désolé Google. Mais en tout cas, c'est vrai que ces produits sont très attendus et là où il y a quelque chose de très intéressant, c'est que pour moi, il marque peut-être une rupture dans la stratégie de Google et ça va peut-être leur permettre de ne plus être juste les produits des fans de Pixel. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau du design, Google renie un petit peu tous ses principes. Fini l'aspect Pixel tout petit, bicolore, tout ça. Là, on est sur un produit qui en soi ressemble à un Samsung, ressemble à un Huawei et qui, va pas plaire à tout le monde, mais qui aura au moins pour mérite de rivaliser avec les autres dans les boutiques. Et ça, c'est important. Quand vous allez chez Orange, chez SFR, chez Bouygues, et que vous voyez le dernier S21 Ultra, le dernier Oppo Find X3 Pro, et vous voyez le minuscule Pixel 5 qui ne donne pas vraiment l'impression d'être du haut de gamme, c'est compliqué de rivaliser. Là, pour le coup, on a vraiment un produit qui inspire confiance. Je pense que ça va déjà leur permettre de monter en gamme, et les prix sont intéressants, 649 € pour le petit et 899 € pour le grand, alors qu'on est sur des produits qui rivalisent avec des produits à plus de 1000 €. C'est-à-dire que pour 900 €, on se retrouve avec un équivalent dans le monde Android à des téléphones qui dépassent les 1000 €, on est d'accord ? Oui, après, équivalent, tout est toujours relatif parce que vous avez la nouvelle puce Google Tensor, hein, c'est une première, qui est exclusive, que Google se lance sur ce marché-là. Et là, évidemment, il va y avoir un petit problème parce que cette puce-là, forcément, elle n'est pas aussi puissante qu'un Snapdragon 888. Ça reste sur du haut de gamme, mais on ne peut pas dire que c'est équivalent à ce que font les autres. Mais elle fait des choses que les autres ne font pas. C'est là où elle est un peu amusante, cette puce-là. Exactement, c'est comme tout. C'est qu'à partir du moment où on rentre sur une fragmentation du marché des puces, on va avoir plein d'exclusivités chez tous les constructeurs. Là, c'est évidemment la photo qui est mise à l'honneur par Google, la photo et la sécurité. Et sur la photo, c'est les pixels. D'un point de vue algorithme, ils ont toujours eu une approche différente des autres. C'est-à-dire qu'ils ne se reposent pas que sur les grands capteurs, même si cette année, il y a des grands capteurs, mais ils se reposent sur de l'algorithme. Et ça, il n'y a que eux qui savent le faire. C'est-à-dire qu'ils identifient ce qu'il y a sur une photo pour la sublimer. Et ils le font mieux que tout le monde, que ce soit de jour ou de nuit. Ils ont ajouté des fonctions assez géniales, comme la gomme magique qui permet de supprimer quelqu'un ou un objet d'une photo. Donc là, concrètement, si je te prends en photo, François, je peux supprimer ton micro, parce que j'aime pas le micro, et ça va compléter la photo en rajoutant la suite de ta chemise. Et ça le fait quasiment en 2 secondes. Ça va calculer ce qu'il aurait pu avoir à la place du micro. Oui. Alors c'est parfois malheureux, mais la plupart du temps c'est heureux. On a fait un test tout à l'heure, juste avant le tournage de cette émission. On avait une bouteille d'eau, on l'a enlevée. Et alors c'est amusant parce que pour te raconter, tu n'avais pas zoomé dans la photo, tu avais entouré grossièrement la bouteille. Et là c'était pas terrible, mais après on a recommencé. Là tu as zoomé sur la photo et tu l'as bien entourée. Et là ça a marché. C'était nickel. C'est ça. Et ça a même reconstitué des éléments en fait de décor. C'est assez impressionnant. Ça le fait en très peu de temps parce qu'il y a justement cette puce. Cette puissance. Tout ça c'est quand même très intéressant. Il y a plein de fonctions aussi qu'on avait vues aux États-Unis avant qui maintenant arrivent en France. Je pense notamment à la possibilité d'avoir des sous-titres instantanés de tout ce que vous écoutez. Donc vous regardez une vidéo, vous regardez une émission, et bien Google va sous-titrer la vidéo en bas de l'écran en utilisant Google Assistant avec ses algorithmes et peut même maintenant le traduire dans plusieurs langues. Donc vous regardez un produit sur une chaîne japonaise, vous allez avoir les sous-titres en français. Et sans réseau, c'est ça qui est fort. Ouais, c'est ça. Franchement, tout ça c'est assez bluffant. Les produits, ils ont toujours ce petit charme que n'ont pas les autres smartphones. Donc j'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis dans les tests. Je pense que c'est pareil pour Raphaël. Juste un défaut, le design, non pas parce que j'aime pas ce module caméra, moi je trouve que c'est plutôt séduisant, mais alors ça, là, cette texture, elle est glissante, elle est salissante, c'est que je me lave les mains, je le touche, j'ai de nouveau la main sale. Je trouve que c'est horrible. Et c'est rare d'avoir un téléphone qu'on ne peut que vous recommander d'utiliser avec une coque. Là, sans coque, je trouve que
c'est pas bon. Et c'est vraiment dommage. Raphaël. Je suis d'accord avec Nico sur le design. C'est vrai que c'est un peu glissant. Et en fait, on s'est quand même habitué un petit peu à des téléphones où le design évolue. Alors, ça fait très Samsung, c'est vrai. Moi, j'aimais bien finalement presque le design des Pixel 5 avec alors des matériaux moins nobles, c'est vrai, moins de verre, mais plus simple, peut-être un peu plus poli, voilà, moins brillant. Donc, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Après, oui, c'est un changement total chez Google. Surtout, ils étaient quand même habitués au format compact. Et c'est vrai que je pense que ça va déstabiliser une partie des fans de Pixel qui aimaient justement le ratio, avoir un téléphone compact pour une qualité photo incroyable. Parce que souvent, les bons téléphones en photo sont des gros téléphones, parce qu'il y a des grands capteurs notamment, ou parce qu'il y a des capteurs périscopiques, etc. Et là, ils passent sur un design beaucoup plus grand. Après, oui, sur le papier, ils cochent toutes les cases. Alors, puissance, je pense que ça fera le job, même si ce ne sera pas aussi puissant que les autres. L'écran 120 Hz pour le Pro. Évidemment, l'offre photo est chez Google, et c'est là où je suis assez curieux, c'est de voir, quand on voit ce qu'est capable de faire Google en matière algorithmique avec des capteurs classiques, avec des grands capteurs, franchement, ça peut être quand même assez incroyable. On va pas encore parler des premiers résultats, mais c'est assez prometteur. Je suis assez curieux de voir si aussi ils vont suivre la cadence en matière de production. On parlait de la pénurie de composants. En France, par exemple, ils sortent qu'une couleur. Donc, est-ce que c'est vraiment un téléphone qu'ils ont les moyens de vendre, en fait? C'est-à-dire que ça, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème de Google. On n'arrive pas à comprendre s'ils ont les moyens de leurs ambitions. Alors, j'ai eu la chance de recevoir le directeur marketing France de Google cette semaine dans Tech & Co, qui me disait qu'il misait énormément sur ce produit, beaucoup plus que les années précédentes, parce que pour eux, c'était une rupture, et qu'ils reconnaissaient humblement qu'aujourd'hui, ils étaient inexistants sur le marché du smartphone, mais qu'avec ce produit, ils voulaient inverser la vapeur. Dernière chose aussi intéressante, c'est que cette particularité photo du Pixel que beaucoup de journalistes soulignent, que tu soulignes, Raphaël, Nicolas, on la doit aussi aux ingénieurs de HTC qui ont été rachetés en fait il y a quelques années par Google, qui sont toujours là et qui avaient une qualité photo, enfin une analyse, une expertise dans le monde de la photo qu'ils ont toujours. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que voilà, Google aurait pu racheter HTC, virer tout le monde, etc. Ben non, ils ont gardé les ingénieurs qui sont très bons en photo. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu de l'âme de HTC dans ces pixels. D'ailleurs, il suffit de voir les tests de notre ami Adrien Branco des derniers HTC d'il y a quelques années, d'il y a 3, 4, 5 ans, où il était dithyrambique. Et on retrouve effectivement la patte HTC, c'est-à-dire, je trouve, la volonté contraire. C'est vraiment la stratégie opposée à celle d'Apple, où Apple veut des photos très jolies avec un côté presque un peu aquarelle, où dès qu'on zoome, on peut perdre un petit peu en détail. Chez HTC, comme chez Google, on retrouve la patte très nature, très brute. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu de bruit de temps en temps. Il n'y a pas de lissage. C'est une volonté. C'est une volonté. Il y a zéro lissage, par exemple. Contrairement à ce que... Alors, Apple lisse un petit peu, mais par exemple, Samsung ou Huawei, il y a beaucoup de photos qui sont très, très, très belles. Si on zoome, c'est lissé, mais c'est une volonté de préférer un peu le lissage plutôt que de la matière brute. Et c'est vrai qu'on retrouve exactement ça, qui cartonnait chez HTC, qui était magnifique. C'est pour ça qu'on retrouve chez les Pixels. C'est pour ça qu'il faut se méfier de Google, parce que... moi, j'ai envie d'y croire. Oui, d'autant plus. J'ai envie d'y croire depuis longtemps, mais là, j'ai envie d'y croire plus que les autres années. D'autant plus qu'on est quand même toujours dans une situation où il faut encore remplacer Huawei. Il y a toujours encore une petite place à prendre. Il y a une place à prendre. Alors, Oppo, Xiaomi aussi. Oppo, Xiaomi se sont engouffrés dans la brèche. N'empêche que une boîte américaine, je trouve qu'il y a toujours un argument supplémentaire par rapport à des boîtes chinoises qui sont parfois un peu plus décriées. On va pas parler de la keynote Samsung, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y avait des nouvelles couleurs pour le Galaxy Z Flip. Merci beaucoup, au revoir. On va organiser une keynote. Ça, franchement. Oui, ils ne voulaient pas laisser Apple et Google, tout ça. Oui, ça n'a aucun intérêt. C'est tout, je pense. Non, mais voilà. Enfin, c'est sympa, quoi. Mais à la limite, ça les dessert plutôt qu'autre chose. Et pourtant, Dieu sait si on aime beaucoup Samsung, mais là, franchement, ça sert à quoi? On enchaîne avec Facebook. Alors, on enregistre cette émission le 21 octobre, en fin de matinée. L'information n'est pas encore tombée, mais visiblement, le groupe Facebook risque de changer de nom. Après, c'est comme ce qu'a fait Google avec Alphabet. C'est-à-dire qu'ils ont envie de se détacher, ils ont envie de détacher en fait le groupe de l'application Blue, c'est-à-dire Facebook, le réseau social, et donc ils veulent tout simplement changer le nom du groupe. Après,
C'est ça comme dans un contexte un peu particulier quand même. Non, mais c'est comme cette histoire de métavers. C'est la diversion pour ne pas parler des énormes. C'est pas péton vert. Ça c'est autre chose. C'est plutôt métavers. C'est péton vert, mais avec un casque de réalité virtuelle et t'as pas de verre en vrai. Non, parce que tu peux pas boire, t'as le masque. Tu payes peut-être vraiment, mais t'as pas de verre. Mais voilà, c'est vraiment pour moi la stratégie de diversion qui a commencé en début de semaine avec les 10 000 emplois pour le métavers en Europe. Là, on va changer de nom. 10 000 emplois, c'est toujours ça de prix, moi j'ai envie de dire. Si c'est vrai, oui, c'est ça. Sauf que c'est sur 5 ans et entre les annonces Facebook et ce qui se passe dans la réalité, moi j'attends de voir. Voilà. Ouais. Honnêtement, par rapport au passif de cette boîte, plutôt méfiant. J'ai zéro confiance en ce qu'annonce cette boîte. Après, s'ils font les 10 000 emplois, tant mieux. Très bien. Ouais. Mais le changement de nom. On va les compter, tiens. Vous savez quoi? On va compter les emplois que tu vas créer en Europe. Après, sur le fond, le changement de nom, le timing fait que c'est une diversion totale. Après, en soi, je trouve que c'est pas inutile, c'est pas bête de la part de Facebook de changer de nom, parce que c'est vrai que même nous, c'est plus cohérent, en fait. nous en tant que journalistes, souvent on parle de Facebook et puis en fait on parle du groupe et on dit Facebook qui possède Facebook, Instagram, enfin c'est vrai Oculus et c'est vrai que aujourd'hui Facebook, le groupe n'est plus Facebook l'application. D'ailleurs, ça fait quand même quelques années et je trouve que finalement c'est plutôt logique de changer de nom. Après, ils veulent un nom cohérent avec leurs ambitions dans le métavers. Alors si par contre le nom est vraiment un truc qui fait écho à la réalité virtuelle, ça fait un peu bizarre parce qu'on rappelle quand même le métavers, c'est Second Life. Et puis si c'est péton vert, il va être obligé de payer son coût en plus. Nico, pour terminer. Oui, bon, je comprends leur intérêt, mais c'est vrai que c'est toujours assez décevant de voir que quand ils ont plein de problèmes, et plutôt que les régler, ils disent bon, on va changer de nom, que ça élimine le problème. Donc bon, c'est du Facebook tout craché. Finalement, ça sera en effet, comme dit Raphaël, pas plus mal. Là, il y a notamment eu les tests de nouvel écran Portal qui sont sortis cette semaine, et ce qui m'amuse, c'est que tous les tests qui sont sortis en même temps avaient à peu près le même titre, à savoir l'écran est super bien, mais c'est Facebook. Voilà, voilà, les gens n'aiment pas Facebook, les gens n'ont pas confiance en Facebook, et acheter des lunettes Ray-Ban par Facebook, acheter un casque de réalité virtuelle par Facebook, ça fait peur. Donc pour eux, ça va aussi rassurer de dire voilà, la maison mère n'est pas le réseau social. Mais en réalité, ça sera quand même le réseau social. Donc bon, on reviendra au même problème à un moment. On finira par détester le nouveau nom de Facebook. On verra bien. Bon, merci messieurs, c'était passionnant encore une fois. Actualité de la tech chargée. Ça s'annonce comment la semaine prochaine, Nico? Un peu tranquillou? Un peu plus calme. Non, il y a quelques annonces. Il y a une conférence Sony notamment, une conférence Samsung développeur. D'accord. On verra. On aura 2-3 trucs à se mettre sous la dent. Des éclaircies la semaine prochaine. Et puis on vous prépare la Labo Week. Ça, c'est un gros événement 01net en collaboration avec la Fnac. On aura l'occasion d'en reparler. Mais début novembre, une semaine où la rédaction de 01net.com de 01 TV se mobilise pour vous aider à faire les bons choix high-tech pour cette fin d'année. On va vous dire, sincèrement, en toute neutralité, quels sont les meilleures télés, les smartphones, les objets connectés, etc. Gros rendez-vous, on aura l'occasion d'en reparler. Raphaël, merci. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir de te recevoir, Raphaël Grabli et Nicolas Lelouch. Merci à tous les deux, c'était très cool. Stéphane Aigre est en régie, il écoute tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le patron d'Intel. J'espère que vous allez sortir. Il y a une porte de secours, il y a une sortie de secours. Soyez dignement, s'il vous plaît, de ce plateau. C'est très bien aussi, les puces Intel. Et oui, et on aura plein de sujets à évoquer avec mon prochain invité tout à l'heure, Stéphane Aigre. Vous restez là, à tout de suite. La suite de quoi je me mêle dans un instant. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.